Hello tout le monde, bienvenue dans les coulisses, le podcast où l'on met en avant ceux qui font bouger les choses derrière les rideaux, ceux qui créent, innovent, inspirent et transforment leur passion en art. Ici votre host Larissa et aujourd'hui, nous accueillons un invité très spécial, Johanna, a.k.a. la fripageuse. Bonjour à tous. Comment ça va ma go? Parfaitement bien, je suis très contente d'être là. Très contente que tu aies accepté l'invitation, franchement. Avec grand plaisir. Pour moi, ça allait de soi que tu sois là. Bien sûr. Il le faut. Johanna, moi je voulais que tu te présentes quand même, pour ceux qui ne te connaissent pas, te décrire en quelques mots, dire ce que tu fais, et puis voilà, quoi, pour bien commencer. Alors, mon nom c'est Johanna, je tiens une page Instagram du nom de la fripageuse. Je fais des sacs à main à base de ballons de basket football américain. En fait, je fais des sacs avec des ballons de sport de manière générale. Donc, c'est comme ça que je me suis fait connaître sur les réseaux sociaux. Incroyable. Et ensuite, j'ai pu développer ma DA, ma vision artistique et puis faire différents projets dans la mode, que ça soit des shootings photos, des défilés de mode. Je me rends souvent sur Paris durant les Fashion Week et je me suis fait pas mal de contacts dans la mode en Suisse et puis sur Paris. Donc voilà, je me développe comme ça et j'essaie de créer du contenu varié sur les réseaux sociaux. Eh ben, on a pu le voir, ça, que tu étais allée à la Fashion Week, on en parlera après. C'est quoi la chose qui t'a fait vraiment kiffer la mode, genre un truc où tu t'es dit en mode, ok, là j'aime, c'est ce que je vais faire. Honnêtement, j'ai pas tout de suite voulu travailler dans la mode. Okay. C'est venu à moi progressivement. C'est pas moi qui ai créé le concept des basket bags. Okay. Il existe déjà depuis plusieurs années. Je pense que ça fait plus d'une cinquantaine d'années que ça existe. Ouais. Ça a été popularisé en premier aux États-Unis par une créatrice. Enfin, on sait pas trop qui exactement a créé le concept, mais en tout cas, ça a été popularisé là-bas. Et puis, l'époque du Covid, donc en 2020-2021, je faisais à ce moment-là des friperies. Donc, je vendais des vêtements de seconde main. Okay. D'où le nom, la fripe à Jo. Donc, je faisais pas mal de vide-dressing un peu partout sur Genève. Ça fonctionnait bien. Je faisais un peu mon billet comme ça. Voilà, je gagnais un petit peu de sous. C'était plus une activité à côté de mes études. Et durant le Covid, forcément, je pouvais plus faire aucun événement. Et c'est là où j'ai pu produire mes premiers sacs à main que j'ai shootés à travers un shooting photo. Et ça a très bien fonctionné sur les réseaux sociaux. Donc, je me suis dit, je vais en refaire. Et j'en ai fait de toutes les couleurs, de toutes les formes. Et puis, ça a très bien pris parce que voilà, c'est un produit assez novateur, nouveau, qu'on voit pas forcément. Très authentique, ouais. C'est ça. Donc, c'est assez niché, tu vois. Et c'est là où, progressivement, j'ai mis un pied dans la mode et j'ai développé mes services de styliste. Donc, c'est venu après coup. Mais de base, j'étais pas forcément intéressée par la mode. Ok. Donc, c'est vraiment sorti du... En fait, c'était une idée au début. Ça. Et puis après, c'est devenu vraiment ta DA, quoi. Complètement. Et puis, on est venu me chercher aussi pour du stylisme. Donc, j'ai pu bosser avec différents modèles, même des artistes de rap, etc. pour leur cover. Donc, j'ai pu développer ces services-là. Donc, styliste, c'est différent que créatrice de mode. Donc, je ne crée pas les vêtements, mais je les assemble entre eux pour que ça crée un style, tu vois. Donc, c'est beaucoup de communication, beaucoup de recherche, de collaboration finalement, parce que je collabore avec différents créateurs qui me prêtent leurs pièces et que je mets en avant à travers différents projets, shooting photo ou défilés pour voilà, créer du contenu et puis avoir de la matière pour habiller des modèles. Tu t'inspires t'as des créateurs en tête là où tu t'es inspiré ou bien, je sais pas, une marque qui te parle ou... Alors, j'ai pas forcément de marque précise qui m'a inspirée, mais plus des domaines. Par exemple, le sport m'a beaucoup inspirée dans ma vision artistique, d'où les sacs ballons de sport. Pareil pour mon style, j'ai un style assez streetwear, sportwear, un peu hip-hop comme ça. Donc, le sport m'inspire énormément dans ma vision artistique et puis même dans mes choix de contenu. On en reparlera, mais dernièrement, j'ai voulu le sport m'a beaucoup inspirée dans mes créations, mais je voulais aussi être proactive dans le sport. Donc dernièrement, je fais pas mal de compétitions en boxe anglaise. Oui, on a vu. Donc j'ai déjà fait mes 4 premiers combats que j'ai gagnés et que j'ai montré d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Dingue. Et voilà, j'essaye de flirter entre mes deux passions qui sont le sport et la mode. Pour toi, est-ce que c'est vraiment essentiel d'être passionné par le sport pour être inspiré par, genre, en général? Genre, si t'aimais pas le sport,
tu pourrais faire un contenu si j'aimais pas le sport, je pense que j'aurais été inspirée par un autre domaine, que ça soit la musique, la cuisine. En fait, on peut être inspiré par tout et n'importe quoi pour dans la mode en fait. Il y a des créateurs de mode qui sont inspirés plutôt par les voyages, la nature, et donc ça se ressent à travers leurs défilés, même la cuisine, la musique, la danse, tu vois, on peut être inspiré un peu de n'importe quoi pour les créations en fait. Ouais, donc en fait c'est logique en soi que l'ADN de ta passion, on va dire, ressorte dans ton taf. Complètement, je pense, c'est essentiel pour que ce soit un bon taf en soi, parce que si t'es pas vraiment motivé, que ça te parle pas le sport, je vois pas en quoi tu pourrais... C'est clair, et puis je pense que mes créations, ma vision artistique, elle est propre à moi-même. Donc il y a que moi qui peut le faire. Il y a d'autres créateurs qui sont inspirés par le sport, mais ce sera jamais les mêmes créations que les miennes. Et c'est ça qui rend mon travail authentique et qui me démarque peut-être d'autres créateurs. Voilà. Ok, incroyable. Et les highlights de ton parcours, t'en as quelques-uns? Bah, souvent on me pose la question un peu quels sont les points forts de ton parcours, et puis je peux pas m'empêcher de parler de Manor parce que Manor ça a été un peu ma première grosse expérience dans le commercial finalement. Donc là on sort un peu de la mode mais plus dans le côté business. Donc c'est eux qui m'ont donné ma première opportunité de vendre mes sacs à main en boutique. Donc ça a très bien fonctionné, on a fait de grosses ventes à ce moment-là, donc ils m'ont rappelé plusieurs fois. Ça a été toujours des ventes éphémères sur une courte période de 1 ou 2 mois. Et j'ai pu faire aussi plusieurs défilés chez Manor. Je me rappelle. Où d'ailleurs t'as pu défiler, non? Ouais, clairement. Incroyable. Donc ça dessus, c'était aussi mes premières expériences dans les défilés. Donc Manor, je pense que ça a été un gros pas, un gros step en fait en termes de positionnement. Tu vois, ça a mis du crédit sur mon travail, c'est clair. En sachant que moi, j'ai fait aucune étude dans la mode. Et puis, ça peut aussi décrédibiliser le fait de ne pas passer par un parcours d'études, en fait, tu vois. Donc, j'ai dû me battre pour m'asseoir et puis me dire, je suis légitime d'être là, tu vois. Incroyable. Et puis après ça, t'as eu la Fashion Week de Paris, il me semble. J'ai eu la Fashion Week de Paris. Donc, en fait, ça s'est passé un jour. J'étais posée tranquillement à mon café, en train de bosser, faire mes projets. Je reçois un mail d'une agence. Comment elle s'appelle, l'agence? Enfin, bref. Un nom d'agence type Agency Fashion Week Paris, etc., machin. Je lis le mail, mais mon cœur commence à battre, tu vois, parce que c'était mes débuts encore, tu sais. Donc, incroyable. Je vois à travers le mail qu'ils sont intéressés que je participe à leur prochaine Fashion Week. Donc, je défile jusqu'au moment où je vois le prix. Parce qu'évidemment, moi, je pensais que j'allais arriver sur Paris, faire mon défilé, gratuitement. Que nenni. Oh non. Donc, je vois le prix, 15 000 euros. Oh, 15 000 euros pour 15 minutes de défilé durant la Fashion Week de Paris. À ce moment-là, j'avais absolument pas les moyens. Enfin, j'étais encore étudiante, j'avais pas un sou, etc. Donc, je leur réponds que je suis hyper intéressée, mais que malheureusement, j'avais pas les moyens. Donc, recontactez-moi l'année d'après. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, toute l'année, j'ai pu mettre de l'argent de côté. 15 000 balles, mettre de côté, énorme. C'est énorme, franchement. Donc, t'as fait quoi entre temps? T'as travaillé? J'ai travaillé à fond. Plusieurs et tout jobs, ce que j'ai gagné. Genre, t'avais genre un petit... En fait, j'ai toujours eu un job à côté de mon activité. J'ai été serveuse, vendeuse. Actuellement, j'ai toujours un job, parce que, voilà, j'ai besoin d'avoir un salaire fixe. En ce moment, je suis agent de sécurité. Donc, tu vois, j'ai pu mettre de l'argent de côté et puis participer à cette Fashion Week. Dieu merci, j'ai pu rentabiliser ces 15 000 francs grâce à la vente de mes sacs après le défilé. Tu vois, donc cool. J'ai rien gagné, mais quand même, j'ai rentable. Tu vois, je suis repartie à zéro, quoi. J'ai rien perdu. Et c'était que du plus parce que finalement, tous les médias suisses ont parlé de mon défilé, tu vois. RTS, en termes de portée médiatique suisse, franchement, au top. Tous les médias suisses ont parlé de mon défilé. Tu t'attendais à ça? De quoi? Qu'ils soient derrière toi, tu t'attendais? Je les ai contactés, je les ai harcelés. Je les ai harcelés. J'ai contacté tous les médias suisses en mode je participe à la Fashion Week, etc. Et puis, eux, généralement, ils parlent de toi seulement quand t'as fait quelque chose, mais en dehors de la Suisse. Tu vois ce que je veux dire? Dès que tu fais du bruit en France, c'est là où ils vont parler de toi. Ils vont dire, elle est de chez nous. Exactement. Donc, les titres, c'était une créatrice genevoise participe à la Fashion Week de
Paris, etc. Donc voilà, c'était une super expérience. Et puis ça fait partie aussi de mes highlights, la Fashion Week, dont d'ailleurs tu as participé. Ouais, c'était incroyable. Moi aussi, c'était ma première expérience c'est vrai à la Fashion Week. C'était fou, hein. C'était incroyable. Ouais. Incroyable. Puis d'abord, à côté, je me rappellerai toujours, genre le avant. Tu sais, quand t'arrives en tant que modèle et que tu te prépares et que tu me regardes, tu fais un petit clin d'œil, tu me dis c'est à toi et tout. Je suis partie. Boum. Ouais, j'étais confiante, hein. J'étais dans mon truc, hein. C'était trop bien. Ouais. Franchement, l'expérience même en général. Mais toi, du coup, après cette Fashion Week là, t'en as fait d'autres des Fashion Week? Alors, j'ai pas participé à d'autres Fashion Week parce que il faut savoir que peut-être les gens qui nous regardent et qui sont pas très au clair sur comment ça fonctionne la Fashion Week, il y a un peu deux Fashion Week. Il y a la Fashion Week officielle où Chanel, Prada, Louis Vuitton, donc toutes les grosses marques qu'on connaît tous, y participent. Donc eux, ils ont des contrats où ils doivent montrer leur collection 2 ou 3 fois par an. Donc c'est ultra intense, mais bon, ils ont les moyens, ils ont toute une équipe, etc. Et ensuite, il y a des agences qui font participer des créateurs, mais dans les périodes de Fashion Week. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc pour mettre la lumière sur les marques. C'est ça. Et puis ils profitent de la période Fashion Week pour dire voilà, vous allez participer à la Fashion Week. Et après coup, je me suis rendu compte que les 15 000 francs, c'était très, très, très cher payé parce que par la suite, j'ai eu d'autres agences, parce qu'il y en a 36 000, hein, des agences de ce style qui font des défilés durant les Fashion Week, qui proposent la prestation à 2 fois ou 3 fois moins cher, tu vois. Ah ouais. Donc, ouais. En moyenne, ça tourne à entre 6 à 7 000 balles, 7 000 euros pour une participation à la Fashion Week. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai choisi la plus chère. La plus chère. Et vu que j'étais un peu inexpérimentée et que c'est normal, et que j'ai reçu ce mail et que j'étais tellement tu t'es prête à et voilà, j'aurais pu peut-être un peu prendre du recul, me renseigner un peu plus et faire cette même Fashion Week mais avec une agence un peu moins chère. Mais bon, tu vois. Voilà, j'étais un peu naïve à ce moment-là. Mais après, c'est normal, je veux dire, c'était juste l'excitation de savoir que tu vas être à la Fashion Week. Je pense pas, moi, ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir un mail d'un shoot et que je me dis, ah, mais en fait, c'est pour une marque de fou malade et on me fait payer, alors qu'en fait, bon, dans ce cas-là, c'était du scamming, mais. Ah ouais? Ouais, non, c'était assez chaud, mais je veux dire, je pense que en tant que créatrice, t'as envie en fait d'avoir des opportunités et donc quand on t'en propose t'es en mode parce que t'as l'habitude à chaque fois de justement aller les chercher. C'est ça. Donc là on vient à toi. C'est clair. Donc c'est normal. En soi, je pense pas que c'est de la naïveté, ça fait partie du parcours. Mais c'est bien qu'on en parle parce que peut-être qu'il y a de futurs créateurs qui vont être contactés par ces agences-là. Donc prenez le temps de vérifier aussi les marques concurrentes et de voir aussi les autres tarifs, tu vois. C'est ça. Qu'est-ce qui t'attire aujourd'hui dans la Fashion Week en soi? Parce que là, d'ailleurs, tu reviens de la Fashion Week. Alors, ensuite, je me suis dit, je vais repartir durant les périodes de Fashion Week à Paris. Cette fois, pas pour moi-même présenter une collection, mais pour essayer de voir les collections des autres marques, tu vois, les grosses marques qu'on connaît. Évidemment, je ne suis absolument pas invitée par ces marques-là, mais je tente de me faire des contacts, de voir un petit peu comment ça se passe en backstage, etc. Et en fait, je remarque, à force d'y aller, ça fait déjà 3 ans que je vais souvent sur Paris durant les Fashion Week, je connais non seulement les lieux, un peu par cœur sur le bout des doigts, mais je vois un peu le fonctionnement de comment ça se passe en extérieur. Ok. Donc, il y a les célébrités qui sont invitées. Donc, qui sont invités à ces Fashion Week? Les célébrités, les gros clients. Donc, les gros clients des marques qui dépensent chaque année des sommes astronomiques, tu vois. Ça peut être des médias, des journalistes, des gens de la mode que nous, le grand public, on ne connaît pas, mais que dans le milieu de la mode, ils sont très connus, très réputés, etc. Donc, c'est vraiment trié de manière très précise, tu vois. Genre, c'est vraiment pas tout le monde qui est invité à ce genre de défilé. C'est très, très, très... comment on appelle ça? Très exclusif. Exactement, très exclusif. Donc moi, d'un point de vue extérieur, je vois un peu comment ça se passe, comment les agents de sécurité travaillent. En tant qu'agent de sécu, je sais aussi comment ça se passe. Tu sais où regarder, quoi. Je sais où regarder, je sais les portes de sécurité, les entrées, les machins. Et en fait, à force d'y aller, je me suis rendu compte que j'avais développé certains skills qui fait que j'arrivais à m'infiltrer à ces défilés.
J'ai tenté, hein, des dizaines et des dizaines de fois. Et c'est que cette dernière année où j'ai réussi à m'infiltrer à certains défilés. Et d'ailleurs, je reviens de Paris, j'ai pu m'infiltrer au défilé Louis V. Non mais dingue. Dinguerie. Ça de manière improbable, c'est-à-dire que j'attendais comme tout le monde devant les entrées de Fashion Week, donc il y a une foule pas possible, hein, ça a crié et tout, parce que les gens sont là pour voir les célébrités, principalement. Je vois un mec avec un paquet de bracelets, tu sais, les bracelets de VIP, quoi, dans les mains. Je le vois passer face à moi, donc nous, on est collés à la barrière, tu vois. Et dans ma tête, je me dis, putain, ce serait archi lourd qu'il y en ait un qui tombe, quoi, tu vois. Bref, cette pensée, elle me traverse l'esprit, mais je passe à autre chose, ça gueule et tout, nanana. Je baisse la tête, je vois un bracelet VIP, genre pile en face de moi, je me dis, mais le ciel m'a entendu, en fait. Non, mais c'est de la manifestation pure. Clair. Donc, je passe par-dessus la barrière, de manière à ce que personne me voit. Je place le bracelet autour de mon poignet, et à ce moment-là, c'est entrée libre. Non, mais incroyable. Moi, en tant que spectatrice, du coup, j'ai vu ta story, et je vois, genre, la photo où tu postes, genre, du coup, le bracelet, et les après, du coup, story où t'es, genre, à l'intérieur. Je suis à l'intérieur. Genre, comment est-ce qu'elle a fait? Ouais, alors là, après, c'est technique. Parce que du moment où t'as le bracelet, en fait, je me rends compte que les gens qui ont le même bracelet que moi, donc il y a différentes couleurs. Moi, j'ai le bracelet orange. Je me rends compte que c'est le staff, ok. Donc c'est pas forcément invité. Donc quand je rentre sur le lieu du défilé, je n'ai pas de place, ok. Donc je me place en fait finalement derrière les photographes et j'ai pu suivre le défilé en live à ce moment-là. Donc j'ai vu pas mal de célébrités comme Emrata, Liliachi aussi. Bien sûr. Pas mal d'acteurs. Ouais, j'ai pris un selfie avec. Pas mal de modèles et puis de beaucoup d'acteurs, etc. Et en ce moment, ce que les marques adorent, c'est les Coréens, tu sais, les stars de K-pop, en fait. Parce que ça ramène énormément de fans devant les défilés, ça fait beaucoup parler. Les marques sont très hypocrites, hein. Ça, de toute façon, c'est le milieu de la mode. Du moment où la K-pop, la K-pop c'est hype, bah on va inviter des stars de K-pop, mais demain ce sera plus hype, bah ils seront même plus invités, tu vois. Donc voilà. Pour dire, c'était fou. J'ai pu aussi m'infiltrer à Paco Rabanne, mais à ce moment-là, j'ai pas pu rentrer sur le lieu du défilé, mais j'étais plus en régie. Je t'ai vu aussi dans avec les caméras, c'est ça. Bravo l'équipe. Et les gens m'ont dit, mais comment ça se fait qu'ils t'ont laissé rentrer dans la régie? Bah en fait, il y a tellement de gens qui travaillent sur ces défilés. Pas savoir, C'est ça. En fait, ils savent pas parce que c'est des gens qui se connaissent pas entre eux. Bah après ça, ils vont savoir. Si tu regardes la vidéo, c'est clair. Donc voilà, c'est un peu ma DA. C'est quand je vais à Paris pour les Fashion Week, bah je suis connue pour essayer de m'infiltrer au défilé. C'est ça. Et je joue de ça aussi. Et toi maintenant qui est rentré du coup, t'as pu voir le défilé de tes propres yeux. Est-ce que t'as vu le décalage entre l'extérieur? Parce que ça doit être intéressant d'être toujours, tu vois, genre à l'extérieur, voir, et puis ensuite être à l'intérieur. Je te jure. Genre t'as vu le décalage? Est-ce que t'as remarqué des choses? Oui, en termes d'ambiance. C'est-à-dire, t'es en extérieur, donc ça gueule et tout, il y a une énergie un peu adrénaline, tu vois, genre une super énergie. Moi, j'adore être dans la foule. À l'intérieur, tout le monde fait la gueule. Ouais. Mais c'est la DA, hein. Ah ouais. Lunettes noires. Ah bah oui. Tu vois. Attitude. Donc tout le monde fait la gueule. On dirait limite qu'ils ont pas envie d'être là. Ah ouais. Ouais, mais c'est connu dans le milieu. Personne sourit. C'est très. Tu sens qu'il y a une autre ambiance en fait. Il y a une ambiance un peu plus pesante parce que par exemple le staff, bah ils sont dans dans l'adrénaline du truc, tu vois. C'est plus particulier, c'est particulier à l'intérieur, mais c'est tout aussi bien, hein, parce que après, moi, ça va de soi, parce qu'à l'extérieur, il y a des gens, tu vois, qui vont les idolâtrer, qui vont être en mode, oh my god, c'est eux, et tout. Et puis à l'intérieur, vous êtes tous entre vous. C'est ça. Il y a pas de, tu vois, genre... Il y a beaucoup d'attitudes, beaucoup de paraître, c'est un milieu assez particulier, hein. Ouais, non, c'est sûr. C'est particulier, c'est clair. Franchement. Et toi, enfin, si tu devais le juger, est-ce que tu trouves qu'il y a des gens qui ont pas leur place, mais qui sont pas vraiment légitimes d'être là? Genre quand tu les vois, tu te dis ouais bon, eux ils sont invités parce qu'ils sont allés assez fort niveau influence, mais ils ont pas vraiment quelque chose à proposer. Je me permettrais jamais de dire ça, de dire qu'une personne est légitime ou pas, parce que moi-même je suis pas vraiment légitime d'être là vu que je me suis infiltrée pour y être, tu vois, j'ai pas été invitée, donc je me permettrais pas. Mais comme je disais tout à l'heure, la mode c'est un milieu assez hypocrite. Par exemple, on m'a dit mais à force de montrer de comment tu t'infiltres à ces défilés, t'as pas peur d'être blacklisté, tu vois, t'as pas peur que les marques ils se rendent compte que ah bah cette meuf là, la prochaine fois que tu la vois, tu la rentres pas. Mais comme je disais, demain
je deviens une meuf ultra connue, etc. Au contraire, ils vont m'inviter exprès pour ça. Bien sûr. Tu vois? Ouais. Ils vont essayer de me dire, ah, bah, est-ce que tu peux essayer de faire un coup de buzz et puis rentrer de telle façon, etc. Donc, voilà, c'est demain t'as du buzz, on va t'inviter, et puis si jamais tu fais un bad buzz et que tu parles de politique et que ça tourne mal, etc., bah on t'invite plus. Donc tu vois, tout ce qui est légitimité aujourd'hui, c'est pas vraiment quelque chose que les gens en fait, vont personne prendre en compte. tout le monde est remplaçable. C'est ça. Tu vois. Ah oui, c'est. Donc il faut saisir son opportunité sur le moment et puis y aller quoi. Tu t'es déjà retrouvé genre avec plein de créateurs de contenu ou genre des créateurs de mode, des stylistes, et t'as ressenti genre peut-être une gêne ou peut-être esprit de compétition, un peu, ce qui peut aussi être normal vu que vous êtes tous dans le même milieu, mais... Alors non, moi-même non, mais j'ai pu discuter avec différents modèles qui participent aussi à des gros shows. Il y a une grosse concurrence, bah toi tu pourrais en parler. Modèle, hein. Oui. Déjà c'est un milieu très précaire. Déjà ça, pas compte. Non, clairement. Moi, je suis très amie avec un modèle qui participe à Louis Vuitton, Gucci, etc. Ils gagnent que dalle, hein. Mais même chez Louis Vuitton, ils gagnent que dalle. Ouais. Ils sont payés peut-être 700 balles. Ah, mais les défilés, c'est connu. Même pas. Ça paye pas vraiment. C'est ça. Hein. Ouais, c'est plus les campagnes promotionnelles. Les shoots, les trucs de... Enfin, ouais, les modèles photos, c'est... Niveau argent, c'est un peu plus élevé. Clairement. C'est ça, ils sont tous précaires, ils habitent tous entre eux dans un petit appartement sur Paris. C'est incroyable. Tu vois. Enfin, je veux dire, c'est. Enfin, si t'es pas Gigi Hadid, Bella Hadid ou des modèles ultra connus, bah tu gagnes pas grand chose. C'est un milieu, on se rend pas compte, mais la mode est un milieu précaire. Bien sûr. Vraiment. Après moi, franchement, vraiment les bonnes expériences que j'ai eues, c'était vraiment à chaque fois avec genre dans tes shows. À toi, tu vois, genre, j'ai pas senti, genre, la Fashion Week à Paris, moi, j'ai pas senti de compétition. Au contraire, j'ai senti que tous les modèles étaient archi, tu sais, bah là, à s'entraider, jusqu'à aujourd'hui, tu vois, genre, petit SO à Camille, tu vois, genre, si je dois lui poser une question sur le modeling, ou je sais pas, moi, un podcast pour elle, tu vois, lui proposer, enfin, ou même lui demander, tu vois. Et justement, je trouve que c'est parce que t'as choisi vraiment des modèles, si je pense, hein, que je me trompe pas, que t'as choisi des modèles aussi pour leur personnalité, tu vois, et que tu voulais qu'il y ait un ensemble et une ambiance vraiment, genre, cool, que tout le monde s'entende bien. Une bonne énergie. Et c'est exactement ça. Et c'est pour ça que pour moi, cette expérience, elle était, mais de A à Z, au top. Bah, moi, mon objectif durant peu importe ce que j'entreprends, hein, que ça soit des défilés, des shootings, peu importe, si les modèles sont contents de leur expérience, bah c'est que j'ai réussi en fait, sûr. Tu vois, parce que ça se ressent. Même en backstage, c'est un moment assez stressant parce que tu sens l'adrénaline monter, les gens te regardent. Tu sais, ça, je pense qu'on a déjà tous eu ce sentiment d'être observé pendant qu'on marche et on a l'impression de marcher bizarrement. Tu vois le délire ou pas? Ouais, clairement. Et là, t'as des talons comme as. Ouais. Tu vois, tu vois pas forcément le public. Rugby, Voilà. Est-ce que tu vois le public autour de toi? Pas vraiment, hein. Non, parce que vu que t'as qu'une seule lumière qui est sur toi, tu vois. T'es focus sur un seul point, genre en face de toi, c'est là, et puis dès que tu te retournes, tu ignores les gens. C'est ça, c'est une ligne droite. Impossible. Je pense que si tu regardes les gens, c'est là que tu vas un peu, ou que tu vas être un peu... Je pense. Après, il y a des modèles qui sont un peu plus expérimentés, qui ont l'habitude de marcher, et donc là, elles peuvent donner un peu plus, tu vois. Mais c'est vrai que c'est stressant et en backstage, c'est un moment assez important où on doit mettre à l'aise nos modèles pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes, tu vois. Bien sûr. Pour la Fashion Week de Londres, moi je sais que ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'on soit tous dans une salle et qu'il n'y avait pas forcément d'intimité. Tu vois, les gens se changeaient et puis t'étais nu, quoi. Ouais. Et tu vois, genre à un moment donné, quand on me dit ok, mets cette robe et tout, je suis à mettre tout son les vestiaires. Et la meuf elle est there's no. C'est maintenant, tout de suite. There's no genre vestiaire en fait. Donc j'étais là en mode ah d'accord, ok. Et c'est vraiment quand je me suis retournée que j'ai remarqué, parce que j'étais tellement focus sur mon truc, que j'ai remarqué qu'en fait quasi la totalité des modèles étaient en train de se changer. En fait, t'as peu d'intimité. Mais il n'y a pas d'intimité. Non, il n'y a pas d'intimité. Surtout dans les gros Fashion Week avec beaucoup de modèles. C'est une salle vraiment en limite sous-sol et vous retrouvez tous là. Il y a la styliste qui est là. Ok, toi, c'est cette tenue et tout. Et puis il y a des tenues qui sont difficiles à mettre aussi. Du coup, il y a des gens qui vont, te toucher, etc. Donc, c'est très... c'est particulier, hein. Invasif. Tu peux avoir 6 mains sur ton corps. Sur toi, ouais. Tu vois? Ouais. Les 2 mains de la maquilleuse, les 2 mains de la styliste. C'est ça. C'est particulier. Après, c'est bizarre parce que, je sais pas, j'ai l'impression que sur le moment, c'est pas que ça m'a pas dérangé. Mais tu t'es fait la remarque, peut-être. Mais j'étais là en mode... Mais en fait, j'étais tellement stressée stressée, j'avais de l'adrénaline, tu vois, je voyais tout le monde en action, et je vais pas vraiment regarder quelqu'un être là, la personne, elle est... Non, c'est pas moi de base, mais je veux dire,
il y a pas aussi cette appréhension que quelqu'un me regarde, parce que j'étais là en mode, on est tous là pour faire le taf. Moi, j'ai juste envie de monter, tu vois, et de faire mon défilé, et puis de redescendre, me changer. Puis en plus, ce jour-là, moi, j'ai fait un défilé pour, c'était 3 marques, il me semble. J'avais fait pour 3 marques. Donc, entre-temps, à chaque fois, fallait que je me rechange, que je check l'heure à laquelle je dois partir. La styliste, elle est partie, fallait qu'elle me donne quelque chose en plus. Enfin, t'es tellement dans le rush. Ouais, c'est un taf, hein. Mais c'est différent. L'expérience, elle est différente parce que t'as quand même, tu vois, tu t'exposes. Bien sûr. Donc, après, c'est bien de le dire, mais il y a aussi beaucoup de dérives dans ce milieu-là. Bien sûr. Dieu merci, toi, ça t'est jamais arrivé. Ouais. Moi, des modèles que je connais non plus, mais j'ai pu entendre aussi pas mal de choses. Des photographes qui se permettent certaines choses. Et puis, avec la pression du milieu, et puis comme on le disait, bah, c'est une opportunité, et du coup, t'as envie de la saisir, et du coup, t'es prêt un peu à tout. Des fois, tu t'enlèves certaines limites. Bien sûr, et ça peut arriver voilà, qu'il y ait des dérives comme ça, on en entend tous les jours, hein. Bien sûr. Et puis franchement, maintenant nous on comprend un peu plus pourquoi est-ce que, genre, je pourrais jamais juger une femme qui a fait quelque chose de mal, justement, enfin qui est allée dans ce sens-là, parce que je veux dire, quand t'es dans ce milieu-là, t'as tellement cette pression où tu te dis en fait, il faut que je réussisse, c'est une opportunité, faut qu'on me donne en fait, parce que tu passes la plupart du temps à aller chercher les opportunités. Donc quand ça vient à toi, tu dis c'est bon, c'est là, c'est mon moment, tu vois. Et puis des fois, bah, je veux dire, tu juges mal la situation, et puis tu te retrouves dans une situation assez compliquée, quoi. Ouais. Petit moment publicitaire pour cet épisode. On est sponsorisé par Bouquet Suprême. C'est une parfumerie suisse qui a récemment sorti sa nouvelle gamme de brume capillaire. Et quand je vous dis que ça sent bon, c'est juste incroyable. Juste avant de sortir, vous mettez quelques coups de spray dans les cheveux, et en plus, ça hydrate, ça nourrit et ça les parfume, et ça sent tellement bon. Juste incroyable. À l'intérieur, on va retrouver de l'huile de jojoba, des pépins de raisin et de la menthe douce. Tout ce qu'on veut en fait dans nos cheveux finalement. J'aime trop. Vraiment, c'est mon produit phare. C'est ce que je mets à chaque fois avant de sortir, juste histoire de rafraîchir les cheveux un peu. Mais justement, en parlant de ça, est-ce que toi, t'as une partie de ton métier où tu trouves qu'on sous-estime trop ? Si on sous-estime une partie de mon métier ? Ouais, ce serait laquelle la partie qu'on sous-estime ? Honnêtement, je me sens pas sous-estimée. Ok. Ça m'est déjà arrivé d'être déçue après la réalisation d'un projet. Par exemple, je me souviens d'une fois où j'avais fait une collection spéciale hiver avec mes sacs, et puis j'avais rajouté pas mal de fourrures sur les sacs, les machins. Donc vraiment, j'avais investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent. J'avais fait un super shooting photo avec 4 modèles super sympas. J'avais privatisé un lieu aussi sur Montreux. Enfin, un investissement énorme. Et j'avais fait un compte à rebours pour la sortie de ma nouvelle collection. Donc j'étais hyper excitée à ça, et en fait, j'ai vendu seulement 2 sacs. De toute la collection que j'avais prévu au moins 20 sacs. Enfin, tu déposes les billets sur la table, hein. Franchement, ça coûte cher, hein, entre la photographe, les modèles, la privatisation du lieu, la matière première, machin. Donc, ça fait partie du parcours d'être déçu du résultat de certains projets, mais je me suis jamais vraiment sentie sous-estimée. Ok. Non. Donc il y a pas enfin je veux dire, par sous-estimé, je voulais surtout dire, est-ce qu'il y a une partie que les gens, genre les coulisses de ton métier, où les gens seraient assez choqués ou ne s'attendraient pas forcément à ça. Par exemple, là tu nous parles du coup du shoot et de la sortie de collection, et en fait apprendre que t'as que sortie de sac, est-ce que c'est quelque chose que tu as partagé avec les personnes ? Non, je l'ai pas forcément partagé. C'est quelque chose qui... Parce qu'au début, t'en as honte. Enfin, t'as un peu un sentiment d'honte. Ouais. T'as pas envie de l'exposer, en fait. Non, t'as pas vraiment. C'est comme si ça marchait pas, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, après, moi, j'ai une idée assez particulière parce que je suis assez authentique dans comment je communique, tu vois. Donc, j'ai pas parlé de cet épisode-là parce que je me souviens, ça m'avait marqué. C'était une blessure limite. Ça, c'est resté plusieurs jours, à digérer. Mais, ça m'est déjà arrivé de parler de mes échecs. Mais c'est vrai que t'en parles après coup. Quand t'as toi-même déjà digéré l'échec. Tu vois. Bien sûr. Ah non, tu peux pas le sortir alors que ça te fait encore mal. Hein. Si ça te fait trop mal, il vaut mieux. Après, il y en a, ils le sortent quand ils ont mal pour se sentir rassurés, parce qu'après, moi j'ai une communauté super bienveillante, donc ça fait du bien de recevoir des messages et tout. Mais par exemple, tout con, mais c'était quoi, il y a 1 an et demi, je savais plus vraiment comment financer toutes mes collections. C'était bien mes tafs de serveuse, agent de sécu, etc. Mais j'avais besoin de chercher
chercher plus de financement et du coup on m'a dit mais va voir au chômage. Ok. Donc je suis allée au chômage et j'évite de parler de l'Afripajo, tu vois, parce que tu mets Johanna Bender ou l'Afripajo sur internet, tu vois 20 000, enfin j'ai pas 20 000 articles, mais au moins une bonne vingtaine d'articles qui parlent de mes shows, de mes réalisations, etc. Et puis ils vont me regarder en me disant mais toi tu vas pas toucher le chômage, ma belle, tu vois, t'as vu tout ce que tu fais, t'as vu tout ce que tu gagnes, alors que je gagne pas grand chose, tu vois. Et au final, bah la nana, elle m'a dit écoute, ça va pas le faire pour le chômage et il faut que... À cause de ça? Ouais, je te jure. Ah, donc ils sont allés le faire, la recherche. Ouais. Donc, oui, elle a tapé Johanna Bender face à moi, elle m'a tourné l'ordinateur, elle m'a dit tu vois tous les articles là, le Fashion Week, le machin, ça va être chaud que t'aies le chômage, tu vois. Oh non. Et ça, typiquement, je l'ai parlé en story, tu vois. Donc c'est pas un échec, mais... Est-ce que c'est quelque chose qui t'a blessé, ça? Ça m'a pas blessé, mais je me suis dit putain... En fait, les gens pensent que j'ai les moyens ou que parce que j'ai fait la Fashion Week, parce que j'ai shooté certaines célébrités, etc., que je vis de ça. Mais alors absolument pas. J'habite toujours chez ma daronne. Je galère comme tout le monde. Tu vois, c'est dur en fait parce que les gens qui connaissent pas forcément, bah pensent déjà que je suis à un stade où je peux me financer et je me rémunère, alors que pas du tout. On en parlait en backstage, je veux revenir sur ça quand tu disais que justement, là maintenant, ta situation, quand tu te compares par exemple aux autres, tu sens que tu es un peu en arrière, en retard. Comment est-ce que toi tu le vis aujourd'hui? Parce que du coup, tu m'expliquais en off que c'est pendant une certaine période, ça t'a fait comme une claque. Où tu t'es dit, mais en fait, je suis derrière tout le monde, entre guillemets, que les gens de mon âge, ils sont déjà en train de faire ça, ils sont déjà posés comme ça. Comment aujourd'hui tu arrives à passer ce cap-là et se dire en fait c'est ma passion, je veux vivre de ça, donc c'est normal, ça arrive. Bah moi c'est particulier parce que j'ai un entourage qui est très en fait je suis un peu la seule à être dans le milieu artistique. Okay. Moi j'ai très peu d'amis. Mais mes seules amies, elles ont toutes fait des études, elles ont un parcours très classique, donc elles me soutiennent, mais je suis un peu l'ovni, un peu même de ma famille, etc. Moi, j'ai une famille qui a fait de grandes études, ils sont fonctionnaires, journalistes, mais tu vois, genre pas vraiment artistes. Et donc, elles ont toutes commencé elles ont pu économiser suffisamment pour avoir un appartement aujourd'hui, à meubler cet appartement. Tu vois, elles ont un salaire qui tombe tous les mois, etc. Et puis, la mauvaise chose à faire, c'est de se comparer à elles. Parce que finalement, on a deux parcours complètement différents. Certes, elles ont un appartement aujourd'hui, mais moi, j'ai une Fashion Week, tu vois. Bien sûr. Donc, on a deux parcours différents. Et puis, c'est ce qu'on se disait en off. La période de 24 à 25 ans, ça a été très dur pour moi parce que justement, j'ai réalisé toutes ces choses-là. Et je me suis dit, putain, je suis à la bourre. Elles ont toutes le permis, elles ont toute une voiture, elles ont tout un appartement. Il y en a une qui est enceinte, là. Tu vois, et puis moi j'ai ni le permis, ni d'appart, ni d'économie, ni voyager. Non mais réel, j'ai pas voyagé, parce que tout ce que je gagne, le peu que je gagne, je le réinvestis dans ma marque. Le mets dans ta marque. Et c'est ok, franchement, et c'est ok. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, moi j'ai accepté maintenant cette situation et je le vis beaucoup mieux et je le vis de manière un peu plus apaisée. Mais c'est quoi qui a fait, le déclic pour te dire en mode, ok, maintenant je comprends que c'est juste ma vie et c'est comme ça. Est-ce que c'était sur une période ou bien c'est vraiment du jour au lendemain où tu t'es dit, non, c'est bon, j'accepte ma situation? Bah, je pense que, comme tout le monde, après une période un peu où tu bois du noir, voilà, tu sais, bah, très vite, la vie continue, bien quoi. Sûr, tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai pas vraiment eu de déclic, mais après une période de sombre, on va dire, il y a toujours un moment où tu te relèves un peu et tu relativises. Et certainement, dans 3 mois, bah, je serai de nouveau dans cette période un peu de merde, tu vois. Et c'est ok, tu vois ce que je veux dire. Ça fait partie ça fait partie du truc, C'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux personnes qui, justement, sont dans ça? Parce que moi aussi, ça m'est arrivé, ce genre de moment où je me dis, mais en fait, là, en fait, c'est pas sérieux, tu vois. Surtout quand t'es dans une famille où il y a pas ça, bah, t'as pas vraiment d'exemple, ou même quand tu veux l'expliquer aux gens, il faut que tu sois motivé de ce que tu dis, tu vois. Parce que si tu doutes un peu, ça montre déjà que c'est pas très sérieux. Clair. Donc, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui ont, je sais pas moi, 25 ou peut-être même 20 ans, qui viennent de commencer dans quelque chose, de la création de contenu, ou bien quelque chose d'artistique, et qui se rendent compte qu'en fait, ils sont pas au même niveau que les autres qui pas vivent dans un le même parcours train, on plus va classique. Dire. Voilà, parce que j'aime pas dire même niveau, parce qu'en soi, tout le monde a son niveau, mais je veux dire, ils vont pas à la même vitesse que les autres. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour qu'ils soient en mode chill? Ça va le faire. Bah, c'est ce que on se disait tout à l'heure, il y a un monde entre avoir une passion
et vivre de sa passion. Ok? Donc, on peut tous avoir une passion, la photo, la danse, la création de contenu, le stylisme, enfin bref, c'est bien d'avoir une passion et c'est ok de pas en avoir aussi, tu vois, parce que j'ai aussi pas mal de gens qui sont frustrés de pas avoir de passion. Ouais. Putain, j'ai pas de passion, machin. C'est ok, c'est sûr. ok. Et puis ça prend du temps aussi. Une passion, c'est pas quelque chose qui, tu vois, genre. Et puis ça se développe. Moi, c'est pas, je peux pas dire que depuis petite je voulais être modèle. Non, j'aimais bien faire des photos, etc. Mais c'est venu vers moi. Et c'est moi qui ai développé cette passion. Et je pense que pour toi, bah, du coup, quand tu expliques, c'est la même chose, tu vois, c'est pas, depuis petite, tu faisais des basketballs, tu te disais, je vais voir. Non, c'est venu vers toi. C'est ça. Et tu l'as accepté et t'as juste cultivé cette passion, tu vois. Donc, une passion, en fait, je pense qu'il faudrait juste enlever cette idée que c'est inné. Ouais, non, ça arrive, bien sûr. Ça peut être inné, hein, comme le sport, etc. Voilà. Mais, le chant, la danse, ok. Et puis, ça peut arriver à 50 ans. Aussi. Tu vois ce que je veux dire? Après avoir des gosses, après avoir fait une famille, etc., tout d'un coup, tu découvres une passion pour la cuisine. Bien tu vois ce que je veux dire? Et voilà, si tu ensuite veux vivre de ta passion, là c'est clairement tout autre chose et il faut faire attention de pas se perdre et de pas être dégoûté par sa passion parce que du moment où tu veux la monétiser, ça peut vite te dégoûter parce que tu vois la réalité de ce que c'est réellement, tu vois. Et je me dis, toutes les personnes là que je vois durant les Fashion Week, etc., qui sont un peu aigries derrière leurs lunettes noires, je me dis que finalement elles sont pas plus heureuses que moi. Non. Tu vois, alors qu'elles ont tout ce que je veux avoir. Bien sûr. Donc c'est ok. C'est ok et j'ai accepté la situation. Je me dis que je suis en train de vivre les plus belles années de ma vie. Bien sûr. Et que, en fait, du moment où tu réalises tes objectifs, la vie elle est encore longue. Et puis finalement tu t'habitues vite à ton petit confort, tu vois. Et puis on peut le voir. Moi, je regarde aussi pas mal d'interviews de gens qui ont réussi. Quand ils parlent des plus belles années de leur vie, c'est quand, justement, ils galéraient. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? C'est le cheminement, en fait. C'est le chemin qui a fait que. C'est ça. Tu vois. Je pense que c'est ça la beauté de, justement, de la création, tout ce qui est artistique, en fait, c'est que pour en arriver au point où t'as envie d'être, genre, il y a plein de procédures et plein de choses qui vont te façonner et te rendre, genre, une personne, la personne que tu es au jour J, tu vois. Ouais. Et je pense que les gens, peut-être même moi ou peut-être toi, vont idolâtrer les gens qui ont déjà réussi parce qu'on se dit, eux, they made it. Genre, c'est bon, ils ont tout fait. Genre, tout ce que j'ai déjà vécu là, tout ce que je vis maintenant, ils l'ont déjà vécu. C'est bon, c'est derrière eux. Alors qu'on se rend pas compte que, tu vois, si tu te mets à leur place, je veux dire, je pense qu'il y a ces années-là, justement, peut-être qu'ils aimeraient même le revivre. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Clair. Et puis, peut-être que ils sont pas forcément très heureux non plus. Bien sûr. Parce que du moment où t'as déjà tout, tu veux faire quoi d'autre? Tu vois, ceux qui sont très friqués, par exemple la famille Kardashian, tu vois, je ne pense pas que ça doit être... j'en sais rien, j'ai pas envie de passer à leur place, mais honnêtement, j'ai pas envie d'être à leur place. Ouais, non. Mais vraiment pas. Non. Et mon objectif, c'est pas d'être riche. Ouais. Pas du tout. Parce que je les vois pas comme des gens passionnés, moi. Non, moi non plus. Et je les vois pas non plus très heureux. Ouais. Ils nous racontent pas aussi toutes les galères qui passent, les gros tarés qui doivent sonner à leur porte ou les harceler, etc. Moi, j'ai pas envie de ça. Non. Mon objectif, c'est absolument pas ça. Mes objectifs sont là où je pense qu'ils sont atteignables. C'est-à-dire, premier objectif, vivre de ma passion. Rien que de gagner 4000 balles par mois. On parle de 4000 francs parce que c'est le salaire minimum en Suisse. Rien que ça, franchement, je serais la plus heureuse du monde, honnêtement. Hein. Et ton objectif, genre si tu pouvais vraiment, ton rêve, c'est ça. Même si tu veux aller très très loin. Au-delà de ça. Au-delà de ça, je déteste cette question. Je déteste cette question. On me la pose très souvent. Je sais jamais quoi y répondre parce que honnêtement, je ne vois pas. Je sais pas où je serais dans 2-3 ans. Récemment, on m'a demandé, littéralement, il y a genre 2 jours. Ouais, tu te vois comment à 30 ans? Et j'ai répondu un truc bateau, j'ai dit mariée avec un enfant. Mais même en me disant... Oh l'enfer. J'étais triste. Parce que je me suis dit, je sais pas, non pas du tout en fait. Moi à 30 ans, je me vois, je sais pas, voyager,
profiter de la vie, tu vois, genre, bien sûr que j'aimerais me marier un jour, avoir des enfants, mais C'est pas ton 30 ans, objectif. je veux dire, quand j'avais 18 ans, qu'on me disait 30 ans, je me disais, ok, gentiment, tu vois, je commence à me rapprocher, tu vois, de ça. Donc, je veux dire, là, maintenant, 30 ans, ne vous attendez pas à quelque chose de grandiose. Mais moi, limite, 30 ans, je me vois vivre comme je vis maintenant. Hein. Ouais, mais c'est ça le truc, en fait. À la limite, 35, c'est là qu'il y a le buzz, et puis ça arrive. Combien d'acteurs on a entendu qu'à 50 ans, ils ont le film vraiment qui marque le coup et tout. Et moi, je suis ok avec ça, franchement, je suis pas pressée, j'ai pas envie de me dire en mode, ok, je suis pas en avance, je suis pas ni trop en arrière. Juste envie de faire les choses dans mon tempo, finalement, en fait. Et je pense que c'est ça qu'il faut. Complètement. Et puis, le milieu de la mode, c'est un milieu où tu perces assez tard. Ah oui. Quand tu regardes, par exemple, les créateurs de mode, les stylistes, etc., quand ils sont au prime de leur carrière, ils sont plutôt dans la quarantaine, voire la cinquantaine, non, tu vois. Donc, je me fous pas la pression par rapport à ça. Mais c'est vrai que l'âge, ça peut être un moyen où tu te mets vachement la pression, ça, tu vois. Généralement, c'est là que les gens arrêtent aussi, parce qu'ils se disent, non, bon, allez, j'ai trop attendu, donc j'arrête. Et c'est à ce moment-là qu'il faut garder. Oui. Il faut garder. Ou alors cette peut-être énergie. Ralentir, tu vois, parce que si tu persistes trop aussi, tu peux vite être dégoûté, mais juste ralentir, te reconcentrer sur la vraie vie, tu vois. Bien sûr. Et repartir. Et même tu peux faire une pause et revenir, tu vois. Après, dans le modeling, souvent on vous met la pression non seulement du poids, de la taille, mais aussi de l'âge. Mais il en faut pour tout le monde. Souvent, on va aussi chercher des modèles peut-être plus matures, tu sais, pour les crèmes Nivea et tout le bordel, machin. Après, il y a tout ce truc sur l'âge aussi. Avant, je sais que c'était vraiment ancré qu'à partir de, je sais pas moi, 27, 28 modèles, c'était poubelle, quoi. On recommence vers les 20 ans et plus jeunes. Et aujourd'hui, bah justement, je pense que c'est plus trop d'actuel. Je pense plus non plus. C'est pas très actuel ce côté où en mode on prend que les gens de 20 ans maintenant. Non, je pense qu'il y a même des personnes, il y a une dame, j'ai plus son nom en tête, mais elle est tellement magnifique, elle a les cheveux gris. Je sais pas si ça te parle. Elle est très connue, très très connue. Elle a travaillé pour Chanel, pour Louis Vuitton, très très connue. Elle a genre 56 ans, un truc comme ça. Folie. J'avais lu un article sur elle et elle est d'art, genre incroyable. Elle a commencé le modeling il y a quelques années. Je veux dire, jamais fait ça de sa vie. Folie. Donc comme quoi, en fait, à n'importe quel âge, tu peux commencer. Claire. Donc non, je me sens pas pressée par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc en moi où j'ai envie de faire un gros truc, tu vois. Genre, j'ai envie de, je sais pas. Pour moi, le fait que j'ai été affichée, tu vois, à Paris quand j'avais ma photo, tu vois, pour moi, c'était un truc de fou malade, genre. Ou quand on allait à Manor et que ma famille passait et qu'ils voyaient ma tête, je me suis dit, ouais, là, j'ai fait un gros truc. Mais là, maintenant, à chaque fois que tu passes le cap, t'as envie de faire un truc encore plus normal. Normal. Ça. Et puis, tant mieux. On est friands. Tant mieux, meuf. Parce que du coup, nos objectifs, ils sont de plus en plus hauts. Et puis, forcément, c'est de plus en plus dur, mais on s'arrête pas on se contente pas de ce qu'on a. Tu vois, on cherche toujours plus. Et c'est ça qui est beau. C'est ça. Est-ce que tu as déjà refusé un projet ? Est-ce que j'ai déjà refusé un projet ? Oui, il y a pas mal de personnes qui me contactent pour des collaborations, etc., que j'ai refusé parce que soit ça m'apportait rien. Tu vois ce que je veux dire ? Soit j'en avais pas forcément envie. Par exemple, on m'a souvent contacté pour... à l'époque, en fait, je me voyais vachement comme une marque, ok ? Donc, je refusais toutes les collaborations qui mettaient en avant d'autres marques. Tu vois, je trouvais ça pas logique, en gros, d'être une marque et de mettre en avant des sacs à main d'une autre marque, en gros. Si j'ai déjà mes propres marques, ok ? Donc, j'ai refusé pas mal de collaborations, même rémunérées. Par exemple, des dentistes qui me disaient, voilà, je te fais un blanchiment dentaire et puis tu me fais la publicité. Un peu ce que toutes les influenceuses font, finalement. Mais j'avais pas envie de rentrer là-dedans. Et en fait, je me suis rendu compte très récemment que j'allais peut-être changer un peu de perception et plutôt me vendre en tant qu'influenceuse, donc vendre mon image, ma personnalité, Johanna. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me faire un petit peu d'argent ces derniers mois. C'est en faisant des collaborations rémunérées, mais plutôt dans le sport. Tu vois, donc m'entraîner dans différents fitness ou différentes salles de sport, en faire une vidéo et je suis un petit peu rémunérée par rapport à ça. Tu vois, donc j'ai un peu changé ma DA. Avant, je me considérais comme une marque de sac à main, et maintenant je me considère un peu plus comme une personnalité publique. Tu vois, donc c'est différent, mais c'est vrai que ça rapporte un peu plus. Et ça, justement, cette différence, pour toi maintenant, tu comptes rester là-dedans ou bien tu comptes re-switch sur le... Non, je pense que je vais rester là-dedans, je vais encore développer ça. Mais pour moi, ça a plus de sens que tu sois comme ça, non ? Parce que Johanna, du coup, la créatrice de la Fripajo. Ouais, c'est ça. C'est pas
juste la fripage haute, tu vois. C'est ça, exactement. Et je pense que je me suis un peu trop fermée à l'époque et en fait, ça me plaît même carrément de faire des collaborations avec différentes personnes, de mettre ma patte aussi et puis de vendre mon image finalement, tu vois, ma personnalité, ce que j'ai construit jusqu'à présent. Et puis franchement, c'est un peu le seul moyen pour se faire de l'argent sur les réseaux sociaux. Bien sûr. On en a parlé en off, mais je voulais quand même qu'il le sache. Tu te vois toujours en Suisse ou bien tu comptes Bah, la Suisse, ça restera ma maison, ça restera chez moi, tu vois. Mais si j'ai une opportunité ailleurs, je la saisis parce que je compte pas avoir des enfants tout de suite. Moi, la famille, c'est pas ma priorité, tu vois. Je suis plutôt quelqu'un de carriériste que de familial, pardon. Donc, faut l'être aussi. Hein. Il faut de quoi? Pour être dans ce milieu-là, je pense qu'il faut être aussi très carriériste. Tu peux jouer avec les deux, mais c'est vrai que si tu veux avoir un gosse ou voilà vivre à travers ta famille, il faut déjà que t'aies les moyens. Ouais, clairement. Honnêtement. Donc, si j'ai l'opportunité ailleurs, je la saisis, mais c'est vrai que la Suisse, ça restera toujours mon chez moi, quoi. Comment tu construirais ton look, genre de A à Z? Comment ça? Si je devais faire un look? Ouais, un look pour une modèle, peu importe la marque, mais tu veux construire de A à Z, à quoi tu penses? Bah déjà moi j'aime bien les volumes, j'aime bien mettre les épaules en avant. Souvent bah chez les femmes avoir de grosses épaules c'est signe de masculinité. Je le vois, moi j'ai des épaules assez larges parce que je fais de la boxe, tu vois, et j'adore d'ailleurs les femmes musclées. Je trouve qu'on n'en voit pas assez sur les podiums. Tu vois. On a mis en avant les femmes larges, donc ça peut partir du 40 à plus 46, size, voilà, les plus size. Plus trop maintenant, tu vois. Ça, quand on parle de marque hypocrite, c'est que avant c'était hype un peu les femmes grande taille, maintenant ça l'est plus du tout. Là sur les Fashion Week là dernièrement, mais pas une seule. Hein. Non, mais c'est très hypocrite ce côté-là. Voilà, c'est clair. Et je trouve que les femmes musclées, on n'en voit pas. Honnêtement, tu vois. Et moi, j'adore ça. Donc, j'adore mettre en avant les épaules des femmes. Donc, tu vois, les grosses épaulettes, etc. J'aime bien les tailles marquées aussi. Ça peut très bien aller sur les femmes plus size, hein, tu vois, avoir une taille marquée avec bien corset. Voilà, les hanches aussi. Voilà, j'aime bien jouer avec les formes, les matières assez rigides comme ça. Voilà. Parfait. Eh ben écoute, on va jouer à un petit jeu, petite rubrique qui s'appelle Pick the Brand. Je vais te proposer donc 2 marques. Et toi, tu vas m'expliquer laquelle tu préfères et pourquoi aussi. J'imagine des marques que je connais. Ah bien sûr. On va commencer par donc tout ce qui est luxe. Chanel vs Dior. Chanel vs Dior. Alors déjà, moi je suis pas forcément touchée par l'esthétique ni de Chanel ni de Dior. Honnêtement. Ça me parle peu parce que je trouve que c'est trop classique. Et je suis pas assez pointue pour trouver ça. Enfin, je me considère pas comme une encyclopédie de la mode. Donc j'ai très peu de connaissances finalement en termes d'histoire. Tu vois, donc je pense que si t'apprécies Chanel ou Dior, c'est que tu connais l'histoire. Clairement. Et tu sais par où. Tu sais par les matières qu'ils sont passées. Mais même au niveau de l'histoire, tu vois, la marque, comment elle a vécu dans le temps, elle a traversé les époques, etc. Donc esthétiquement parlant, moi ça me parle pas. Donc entre Dior et Chanel, je dirais Dior. Peut-être parce qu'ils sont un peu plus audacieux sur leur défilé, mais c'est pas forcément des marques auxquelles je me tournerais. Louis Vuitton ou Gucci? Gucci. Dernièrement, ils ont du coup fait leur premier défilé avec le nouveau directeur artistique qui était avant chez Balenciaga, donc Demna. Chez Balenciaga, il a un peu révolutionné la marque avec tout ce qu'on a pu voir un peu décalé. Il a repris un peu sa DA un peu décalée, mais chez Gucci. Donc j'ai beaucoup apprécié son dernier show, je dirais Gucci. Prada vs Miu Miu. Je dirais Miu Miu parce que en ce moment c'est très trendy, donc toutes les meufs sur TikTok elles adorent porter du Miu Miu. Prada, j'ai par exemple un sac Prada mais je trouve que ça vaut pas le prix honnêtement parce c'est plus le nom qui est donné. C'est ça. La matière des sacs ou des vêtements ils sont pas vraiment très quali mais ça reste des prix ultra élevés, tu vois. Donc voilà. Balenciaga vs Yves Saint Laurent.
c'est dur parce que Balenciaga, c'est un côté très décalé et puis je trouve ça assez stylé. Moi, j'aime bien tout ce qui est décalé, tu vois, même avec les sacs, etc. Et Yves Saint Laurent, c'est très classe. Moi, j'aime beaucoup la femme Yves Saint Laurent. Je trouve qu'il y a une prestance, il y a un truc qui se dégage, tu vois. Donc, je dirais Yves Saint Laurent. Ok. Versace ou Dolce Gabbana? Alors Dolce Gabbana, ils sont dans une pente descendante. Ouais, là c'est pas top. Parce que ils ont enchaîné pas mal de polémiques ces derniers temps. Il y a les deux créateurs qui ont été en totale roue libre sur les réseaux sociaux. Je sais plus exactement pour quelles raisons, mais apparemment il y a eu pas mal de racisme même au sein de la maison. À tout ce qui était aussi politique, il me semble. Aussi. Donc clairement, je choisirais Versace. Ok. Alors, on va rentrer dans ton domaine, hein, streetwear. Ok. Supreme vs Off-White. Les deux sont plus très hype. Off-White, ça te parle plus? Alors, Off-White, ils sont plus vraiment d'actualité. Ils sortent toujours des collections chaque année, donc j'ai été aussi à leur défilé dernièrement, mais on n'entend plus vraiment parler d'eux. À l'époque, ils ont vécu leur prime, c'est avec les fameuses ceintures Off-White jaune fluo. Vous vous souvenez de ça? Bien sûr. Et donc non, ça me parle pas vraiment Off-White, honnêtement. Et puis l'autre, c'était quoi? Suprême, je choisirais Suprême juste pour la nostalgie. Ok. J'aimais bien Suprême à l'époque, ouais, grave. Ok, bon, classique, Nike vs Adidas. Adidas. Ah ouais? Je trouve, ouais. Là, t'as pas eu d'hésitation? Non, parce que en termes de sneakers, c'est Nike. Nike, c'est un peu en haut d'une tour. Mais en termes de vêtements, je trouve que Adidas est beaucoup plus original sur les vêtements qu'ils proposent. Ok, cool. Schiaparelli vs Balmain. Je dirais Balmain parce que j'aime bien les derniers défilés qu'ils proposent. Schiaparelli, j'avoue que j'y connais moins. Okay. Je connais moins. Ok. Bon, on a fini notre petit jeu. J'ai encore quelques petites questions spicy. Donc, si tu peux... c'est vraiment... Il faut répondre vraiment tout... pas vraiment faire de... Voilà, exactement. Spontané, quoi. Première question. Est-ce que quelqu'un t'a déjà volé ton idée ou copié? Non, je dirais même que c'est moi qui ai repris le concept de quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non. Ok. Est-ce que... Bon, je te l'ai posé avant, donc t'as dit que tu ne pourrais pas donner d'avis de ça, mais je vais quand même te la poser. Est-ce que pour les invitations des Fashion Week, tu trouves que certaines personnes sont juste là à cause de... Leur nombre d'abonnés, leur notoriété. Totalement. Ok. Prochaine question. Une tendance que tu ne supportes pas? Par exemple, moi, j'ai pas compris la tendance des laboubou. Honnêtement. J'ai pas compris. Ah, c'est pour les sacs, les petits jouets là, les petits personnages là que t'accrochais sur. Ça a duré le temps d'un snap. Je pense que qu'est-ce qu'il a amené, c'était une chanteuse justement coréenne, il me semble. Non, mais ça a duré un mois où les gens étaient grave et puis voulaient choper leur laboubou, etc. Ma petite sœur, elle en voulait emmener mais genre 2 et tout. On est allé à la Fnac, il y avait une queue, mais folie, hein. Même Manor, ils ont lancé aussi, il y avait une queue de malade. Moi, j'ai pas compris, mais parce que je pense que j'ai plus l'âge, non? Je crois parce qu'en soi c'est vrai. Non, c'est cute, on va dire sur le sac, mais est-ce que je veux un petit truc comme ça, enfin un truc avec non, je sais pas. Et puis là maintenant on n'en voit plus, tu vois. C'est ça. Donc ces tendances là peut-être que voilà, tu en crées une de tendance. Qui sait voilà, en Suisse quand on est là, ici partout dans le monde quoi. On arrive gentiment à la fin. J'aime bien poser cette dernière question à mes invités. Quel est le plus grand challenge invisible que tu gères derrière la scène, ce que le public ne voit jamais? Je pense que je reviens toujours à la même chose, mais c'est financièrement parlant. Okay. Comment investir son argent dans ses collections, dans ses projets et qu'il soit rentable. Parce que avant, j'avais pas forcément... En fait, moi, je sais pas faire de l'argent. J'ai remarqué ça. Non, mais réel. Je sais pas faire de l'argent. Réel. En fait, souvent, les artistes, ce qui leur définit, c'est leurs idées. Ouais. C'est comment ils mettent en place leurs idées, comment ils communiquent à travers ce qu'ils pensent, etc. Mais généralement, les artistes ne savent pas faire d'argent. Parce que c'est un métier à part entière, tu vois. Ils sont entourés par des gens qui eux-mêmes gèrent leur argent, tu vois. Et je me rends compte que je sais pas en faire quand je dois négocier mes contrats, mais c'est dur ça. Mec, j'y arrive pas. Il y a des gens qui font des formations quoi pour faire ça, mais c'est un peu normal. Et puis, tu sais, il faut. Et puis généralement, c'est pas très bien en tant qu'artiste ou de personnalité de soi-même gérer son contrat. Normalement, ça doit passer par un tiers, tu vois. Clairement. Donc, je dirais plus la partie financière.
qui est très importante. C'est un peu le nerf de la guerre, on s'en rend pas compte. Mais sans argent, tu peux malheureusement, tu peux commencer à faire quelque chose, mais t'arrives à un plafond de verre, tu vas être limité. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Ok, bah parfait. Est-ce que tu peux nous partager tes réseaux? C'est Lafripajo, Lafripajo. Pour Instagram, TikTok pareil, Lafripajo. Suivez-moi sur les 2 réseaux et je compte faire de grandes choses. Je vais pas m'arrêter à là et puis voilà, suivez-moi. On va te revoir, ma belle. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai adoré. Merci d'avoir partagé les coulisses avec nous. Merci à vous d'avoir suivi l'épisode. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Voilà, on se donne de la force en Suisse, partout dans le monde. Comme d'hab, quant à nous, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode avec un nouvel invité. À bientôt, bisous. C'était carré, non?